C'est le moment jamais de vous raconter ce qui m'arrive, et pourquoi ça m'arrive. J'ai besoin qu'un maximum de gens soient avertis. Je sens qu'ils gagnent de plus en plus de pouvoir, et je suis impuissant. Je ne pourrai pas le stopper, mais peut-être que vous aussi. Je m'appelle Mike, j'ai 24 ans, et il m'est arrivé quelque chose que je ne peux pas expliquer. Quelque chose qui dépasse les lois de notre physique. Quelque chose de particulièrement effrayant et qui gagne de plus en plus de pouvoir. J'espère que ça pourra servir à ceux qui, comme moi, sont ses victimes, et qui veulent des explications sur tout ça, ou pour les personnes qui ont été un peu trop curieuses. Quand j'étais petit en primaire, j'avais un ami. Il s'appelait Boris. Nous discutions beaucoup avec mon groupe d'amis, et Boris essayait souvent de nous parler d'un dessin animé qu'il avait vu sur une de ses VHS, mais on ne l'écoutait qu'à moitié. En primaire, à cette époque, toutes les discussions tournaient autour des POG, des billes ou des dessins animés. Puis un jour comme un autre, Boris est venu à l'école pâle comme un linge. On le pensait malade et on n'osait pas trop lui parler. Il paraissait constamment dans ses pensées. Ses yeux bougeaient de droite à gauche et il souriait d'une façon étrange. Dans cette même journée, en plein cours, il s'est mis à siffler. Il sifflait une musique étrange, rythmée, mais dont les notes me mettaient mal à l'aise sans que je ne sache pourquoi. La professeure lui a sommé plusieurs fois d'arrêter, mais il n'écoutait pas et continuait. Ses yeux grands ouverts continuaient de balayer la pièce. La prof, elle, ayant perdu patience, s'est levée et s'est dirigée vers Boris qui continuait toujours de siffler. Elle l'a pris par la main et l'a amené illico vers le bureau du directeur de l'époque. Tous les élèves se sont regardés. Un brouhaha s'est déclenché, pendant que je regardais la chaise vide de mon ami. Et là, sur sa table, j'ai vu cette cassette. Je me suis levé et me suis dirigé vers elle. Je voulais savoir ce que c'était, même si je m'en doutais un peu. Elle semblait en bon état, et l'étiquette sur le devant confirmait mes soupçons. Il était écrit « With the Guy's Day ». C'était le dessin animé dont parlait Boris. Je me souviens l'avoir entendu dire qu'il voyait un homme siffler constamment, une hache à la main. Il parlait de son chapeau haute forme et de sa tête en forme de ballon de baudruche. Tout le reste était bien trop flou. Nous n'écoutions pas beaucoup Boris quand il parlait de ce dessin animé comme je vous l'ai dit. J'ai pris la cassette et l'ai rangée dans mon sac. La prof est rentrée, s'excusant auprès de toute la classe. Et nous avons repris nos cours comme si de rien n'était. Je sentais à son regard qu'elle était perturbée, comme s'il s'était passé quelque chose dans le bureau du directeur. J'étais impatient de rentrer pour visionner la cassette. J'avais envie de voir ce dessin animé. Je sentais qu'il y était pour quelque chose dans l'attitude étrange de Boris. Après les cours, j'ai rapidement salué mes amis et j'ai pris mon vélo. Puis j'ai pédalé si vite que je suis arrivé chez moi en un temps record. J'ai franchi l'entrée, j'ai rapidement dit bonjour à mes parents, puis j'ai filé dans ma chambre. Puis j'ai sorti la cassette de mon sac. Je l'ai examinée un instant. Il y avait un détail que je n'avais pas remarqué avant. L'étiquette était peut-être en bon état, mais l'écriture était étrange, comme si c'était écrit grossièrement au stylo. Au moment où j'allais allumer ma télé, ma mère a appelé d'en bas. Sa voix tremblait. J'ai rangé la cassette dans ma vieille caisse à jouets, et je suis rapidement descendu. Ma mère était en bas des escaliers, elle avait les larmes aux yeux. Mon père se tenait juste derrière elle, une main sur son épaule. C'est là que pour la toute première fois, j'ai subi la perte d'un proche et le deuil qui s'ensuivait. Je me souviens exactement des mots que ma mère a prononcés. Et elle m'a dit « Mike, ton copain Boris a eu un accident. Il est... » Ma mère n'arrivait pas à prononcer le dernier mot, mais je n'en avais pas besoin. J'ai descendu les 3 marches restantes, et je suis tombé dans ses bras. Ce soir-là, j'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré avant. Je vous passe les nombreux détails ensuite, mais j'ai très mal vécu sa perte. Je n'ai pas été à l'école durant presque 2 semaines. Je n'en avais plus la motivation de toute façon. J'ai été suivi par un psy pendant une année entière. Puis avec le temps, j'ai fini par faire le deuil. Même s'il m'arrive encore aujourd'hui, plusieurs années après, de repenser à lui et pleurer. Je n'ai appris que bien plus tard les circonstances de sa mort. Et je vous préviens tout de suite, c'est particulièrement morbide. Ma mère n'a jamais voulu me les raconter. Il a fallu que je me fie aux rumeurs que j'entendais à l'école et dans les journaux locaux. L'affaire n'a pas été très étendue. C'était trop horrible pour que ce soit autant médiatisé. D'après les journaux, Boris a été retrouvé mort dans sa chambre entièrement nu, pendu à une corde, attaché au lustre de sa chambre. Son visage était particulièrement effrayant. Ils expliquaient que ses yeux étaient grands ouverts. Pire encore, qu'il souriait de toutes ses dents. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ces détails-là me suffisaient amplement. Je dois vous avouer que ce sont surtout les circonstances de sa mort qui m'ont le plus troublé. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à demander l'aide d'un psychologue à l'époque. Je n'en ai jamais parlé à mes parents. Je voulais tout faire pour oublier ces événements. Je voulais tout faire pour ne plus penser à la mort de mon ami.
Les années ont passé, et j'ai petit à petit perdu le contact avec mes amis de la primaire. Je vis aujourd'hui dans une maison avec ma petite amie. J'ai un travail, je suis réceptionniste dans un hôtel. Je n'ai presque plus pensé à Boris ces dernières années. Les périodes de crise s'éloignaient de plus en plus. Ma petite amie et moi avons fait récemment un grand ménage de printemps. On a décidé de faire le vide, de se débarrasser des choses dont on ne se servait plus. Je suis donc monté au grenier dans l'espoir de trouver des choses intéressantes à revendre. J'y ai trouvé pas mal de choses qui m'ont remué le ventre. Des albums, un vieux sac de billes, des photos de classe. Je n'ai pas trop osé regarder ces dernières. Boris était sur la plupart d'entre elles. J'ai alors dirigé mon regard vers ma vieille caisse à jouets. Je me souviens plus quand je l'ai amenée ici. Peut-être lorsque mes parents ont divorcé et vendu la maison. Je n'en ai aucun souvenir. Je me suis dirigé vers la caisse, le bois semblait en sale état, usé par les années. J'ai ressenti un violent coup de nostalgie en l'ouvrant. J'avais sous les yeux toutes mes années de primaire. Des Action Man, des sortes de figurines à l'effigie d'un homme musclé prêt à braver tous les dangers. De vieilles voitures de sport, dont 2 télécommandées. Il y avait même un vieux jeu de quilles, avec lequel j'avais joué tous les week-ends avec mes parents dans le jardin. Après avoir farfouillé quelques minutes, je l'ai vue de nouveau. La cassette. Elle était posée dans un coin de la caisse. Elle ne semblait pas avoir pris la poussière. Elle était en parfait état, comme le premier jour où je l'ai récupérée. Je l'ai fixée pendant quelques minutes, plongé dans mes pensées, repensant à Boris. Je le voyais pendu à la corde, le sourire figé sur son visage. Sa bouche bougeait de façon étrange. Ses yeux me fixaient. Et là, il a sifflé. Ces sifflements couplés au bruit de la corde tendue sous son poids m'offraient un spectacle sonore particulièrement malsain. J'ai secoué la tête pour chasser ces images, puis j'ai saisi la cassette. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais complètement oublié l'existence de dessins animés. Mon psy a dû faire un travail formidable. Je n'en avais plus aucun souvenir jusque-là. Pendant que j'étais dans le grenier, j'en ai profité pour chercher mon vieux magnétoscope. Après avoir fouiné une bonne heure, je l'ai enfin trouvé. Je l'ai pris sous le bras et je suis descendu dans le salon, expliquant à ma petite amie que je faisais une pause et que je reprendrais la fouille le lendemain. Je tenais à ce qu'elle ne sache rien de tout ça. Donc, une fois couchée, j'ai attendu qu'elle s'endorme pour redescendre au salon, puis j'ai allumé ma télé. J'ai eu du mal à trouver les branchements à faire, mais finalement ça a fonctionné. Le magnétoscope semblait être en état de marche. J'ai saisi la cassette et je l'ai regardée quelques secondes avant de la mettre dans le lecteur. Le son que ça a produit était si familier que j'en ai eu des frissons. Ce qui n'était pas familier en revanche, c'est le temps que j'ai attendu avant qu'une image apparaisse à l'écran. Soit j'étais à la fin de la cassette, soit au tout début. Puis, à mon grand étonnement, une image est apparue. La cassette avait donc été rembobinée. C'était un vieux dessin animé des années 30. On pouvait entendre un bruit métallique avec une légère musique cartoonesque. Le son était très typique des vieux dessins animés ou des vieux films de ces années-là. Et l'image était en noir et blanc, avec une légère teinte sépia. On pouvait y voir ce qui semblait être un vieux garage ou une cabane de bricolage. Un personnage était de dos et tapait contre quelque chose avec un marteau. Ce dernier a choisi un autre outil, un tournevis, et continuait de fabriquer ou réparer quelque chose. Après quelques instants, il s'est mis à siffler. J'ai ressenti d'effroyables frissons à ce moment. J'avais déjà entendu cette mélodie. La silhouette s'est progressivement retournée et semblait fière de sa création. C'était une hache. Le personnage, quant à lui, était étrange. Sa tête avait une forme de ballon de baudruche. Il portait une cravate dont le nœud semblait si serré que n'importe qui à sa place serait mort étranglé. Il avait des yeux noirs typiques des cartoons des années 30 et un chapeau de forme très petit posé là, sur sa tête. C'était lui. C'était le Whistle Guy. Il s'est dirigé à l'extérieur de sa maison avec des gestes démesurés, typiques des cartoons. Ses yeux brillants d'excitation. Un arbre, qui semblait bien trop grand pour lui, prenait toute la place de sa cour. Une petite bulle propre au cartoon est apparue au-dessus de la tête du Whistle Guy. On y voyait un calcul grossier. Une hache plus un arbre est égal à un arbre coupé. En gros, il avait l'intention de couper l'arbre pour débarrasser sa cour. Voilà pourquoi il avait fabriqué une hache. Pendant un instant, je me suis demandé comment il était possible de fabriquer une hache avec un tournevis. Ou encore, comment se fait-il qu'il n'en ait pas déjà une dans son atelier? Puis je me suis rappelé que c'était un cartoon. Parfois, faut pas y chercher de logique. Le Whistle Guy s'est mis à siffler de plus belle en faisant voler sa hache, la faisant tournoyer en l'air, pour la reprendre en main avant qu'elle ne touche le sol. Il a fait ça quelques fois, comme un joueur de poker jouerait avec son jeton.
Puis, au pied de l'arbre, il a de nouveau fait tournoyer sa hache. Mais cette fois, elle s'est plantée dans une des grosses branches de l'arbre. Le Whistle Guy semblait peiné. Il a alors sautillé sur place pour essayer de l'attraper, sans succès. Puis d'un coup, une ampoule est apparue au-dessus de sa tête. Il avait une idée. Il s'est alors approché du tronc et a secoué l'arbre de toutes ses forces pour faire tomber la hache. Ça a fonctionné. La hache est tombée, pour se planter dans la tête du Whistle Guy. La musique s'est arrêtée net au moment où la hache s'est logée dans son crâne, dans un bruit d'eau et de chair particulièrement réaliste. On pouvait voir le visage du Whistle Guy, sans expression, le regard vide. La scène était particulièrement malsaine et surprenante. Je m'attendais à ce qu'il retire la hache de sa tête et se frotte le haut du crâne comme si de rien n'était. Dans la plupart des cartoons, personne ne se blesse réellement. Mais au lieu de ça, un filet de sang a coulé du haut de son crâne, là où la hache s'était profondément logée. De mon côté, je tremblais de peur. Jamais un dessin animé de l'époque n'avait été aussi loin à ma connaissance. Le Whistle Guy continuait de fixer le vide. Après un court instant, des tourbillons sont apparus dans ses yeux. Le sang continuait de couler de plus belle jusqu'à ce qu'il en ait plein le visage. Puis, il a commencé à sourire. En l'espace d'un instant, le Whistle Guy est passé d'un personnage de cartoon tout ce qui est de plus banal à quelque chose de bien plus effrayant. Après quelques secondes, il a enfin bougé. Il a levé la main et a arraché la hache qui s'était plantée dans sa tête d'un coup sec. Il y a eu un bruit de succion horrible. La musique, quant à elle, a repris au moment où la hache s'est décrochée. Mais elle n'était plus pareille. Elle est devenue glauque, sombre, effrayante, en raccord avec les images. Le Whistle Guy ne semblait plus se préoccuper de l'arbre. Il regardait la hache qu'il tenait dans les mains. Celle-ci était tachée de sang de toutes parts. Le sourire du Whistle Guy grandissait de plus en plus. Il fixait la hache avec intérêt. Après quelques instants, sans prévenir, il a marché, tenant fièrement sa hache dans la main droite, pendant qu'une giclée de sang s'échappait du haut de son crâne grossièrement ouvert. Son sourire et ses yeux étaient particulièrement horribles. Les tourbillons qu'il avait dans les yeux semblaient tourner de plus en plus vite. Son sourire était devenu macabre, et du sang coulait maintenant sur ses dents. Puis, pendant que ses sourcils se fronçaient de plus en plus, il s'est mis à siffler la même mélodie que tout à l'heure. Non loin de lui, il y avait un drôle de personnage. Ce dernier lui a fait un signe de main et s'est approché du Whistle Guy, souriant. Le Whistle Guy a levé le bras et lui a porté un violent coup de hache dans l'épaule. Le bras du personnage s'est détaché d'un coup sec. Puis, il a hurlé de façon macabre, pendant que le Whistle Guy continuait de lui donner des coups de hache dans tout le corps. On pouvait entendre ses hurlements stridents et perçants à travers l'écran. Il a continué encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bouillie. Puis, après un instant, il a repris sa hache et a sifflé de nouveau. Sur sa route, il a croisé un autre personnage. Celui-ci, ayant vu la bouillie sur le sol, a immédiatement essayé de fuir. Mais, le Whistle Guy a rapidement lancé sa hache, qui, dans un sifflement, est venue se planter dans le dos du personnage. C'était une femme a priori. Elle portait une robe à fleurs. Il a alors couru en sa direction et a détaché la hache, puis il a fendu l'air de nouveau et l'a planté dans le crâne de la pauvre femme. Il a répété ça plusieurs fois, jusqu'à ce que la cervelle de la femme soit dispersée en plusieurs morceaux partout autour d'elle. Le Whistle Guy a continué de tuer tous les passants qu'il voyait, de façon particulièrement macabre, toujours en sifflant, le sourire aux lèvres, comme s'il avait complètement perdu la raison. Et sans prévenir, il s'est arrêté. La musique aussi. Tous les sons s'étaient stoppés net. Il était de dos, et ne bougeait plus d'1 millimètre. Puis, sa tête a commencé à se tourner lentement. Son corps, lui, ne bougeait toujours pas d'1 pouce. On pouvait entendre des craquements, brisant le silence, comme s'il se brisait la nuque dans son mouvement. Petit à petit, son visage devenait visible sur l'écran. Il m'a ensuite regardé. Il me fixait de ses yeux en tourbillon. Il me souriait. Le Whistle Guy pouvait me voir. Puis, il a levé doucement sa hache, et le doigt de son autre main est venu progressivement se poser sur sa bouche. Et tout en me regardant, il a fait... Tout s'est coupé ensuite. Plus aucune image, plus aucun son. La vidéo était terminée. La cassette est sortie d'elle-même du magnétoscope, sans que je n'aie à intervenir.
Je suis resté assis là une bonne douzaine de minutes, sans savoir quoi faire, à la fois tétanisé dans la compréhension totale. Qu'est-ce qui venait de se passer? J'étais certain que le Whistle Guy m'avait fait signe, à moi, comme un avertissement. Il avait pu me voir de derrière l'écran. À la fois fatigué et perturbé de cette expérience macabre, j'ai pris la cassette, l'ai rangée dans un des tiroirs près de moi, et me suis effondré sur le canapé. Pendant mon court sommeil, j'ai fait un étrange cauchemar. Je le voyais, le Whistle Guy. Il me regardait dormir. J'étais complètement paralysé. Son corps était penché juste au-dessus de moi, son visage face au mien. Il avait ce sourire glaçant, effrayant. Sa hache était plantée sur le haut de son crâne. Des gouttes de sang tombaient sur mon visage. Je pouvais voir mon reflet dans ses yeux tant il était proche. Je ne pouvais toujours pas bouger d'un pouce. Il a levé la main, s'est saisi de la poignée de la hache qui était plantée, et la tira lentement, ce qui provoquait un bruit écœurant. Il tirait de plus en plus fort. Des filets de sang coulaient pendant son acte. J'en ai reçu sur tout le visage. Puis, dans un bruit sec, elle s'est détachée. Son sourire est ensuite devenu plus grand, ses yeux tourbillonnants grandissant de malice. Il a levé la hache au-dessus de sa tête, et avant de me porter le coup qui m'aurait été fatal, il a levé son autre main, puis a mis son index devant la bouche. Et là, comme à la fin de la vidéo, il a fait chut. Puis, il m'a donné un puissant coup de hache sur le haut du crâne. Je me suis réveillé, en sueur, le cœur battant à 1000 à l'heure. Je me suis mis assis sur le canapé et me suis demandé si tout cela était réel ou non. Mais il n'y avait rien autour de moi. Pas de Whistle Guy, pas de sang. J'étais seul, et il faisait encore très sombre. Il devait être aux alentours de 6 heures du matin à ce moment-là. J'ai regardé le magnétoscope et me suis rappelé que j'avais rangé la cassette dans le tiroir. Je l'ai ouvert, j'ai pris la cassette et l'ai mise sous le bras. Je suis monté dans le grenier, puis je l'ai jetée au milieu de la pièce. Plus jamais je ne l'ai retrouvée depuis. Les jours suivant le visionnage du dessin animé ont été de pire en pire. J'étais pris de violentes nausées, de vertiges et d'hallucinations. Du moins, je croyais que c'était des hallucinations. Je pouvais voir le Whistle Guy alors que je regardais la télé. Ça pouvait être pendant un épisode des Simpsons, ou encore de Family Guy. Il n'apparaît que dans les dessins animés. Le premier jour, j'étais certain que c'était le fruit de mon imagination. Lors d'un épisode des Simpsons, un épisode que je ne pourrais vous citer, il se trouvait dans le générique, devant la porte d'entrée de la maison familiale, tenant sa hache au-dessus de sa tête alors que Homer garait sa voiture devant chez lui. Il n'est apparu que quelques secondes, le temps de me frotter les yeux, et il avait déjà disparu. Le jour suivant, c'était comme je l'ai dit, dans un épisode de Family Guy. Toujours pendant le générique, il se trouvait en haut des marches de l'endroit où danse toute la famille. Il dansait lui aussi, la hache plantée dans la tête. Il était resté plus longtemps visible cette fois, et pire encore, il semblait plus proche encore de l'écran que lors de sa dernière apparition. Je l'ai vu alors dans plusieurs dessins animés différents. La chose que je peux vous confirmer maintenant, c'est qu'il se rapprochait bel et bien de plus en plus de l'écran. Si bien que je ne pouvais plus regarder de dessins animés, au risque de l'avoir en gros plan, ses yeux tourbillonnants en train de me fixer à travers l'écran. J'ai donc par la suite totalement arrêté les dessins animés. J'étais tenté de chercher la vidéo et la faire regarder à d'autres, mais quelque chose me retenait de le faire. N'était-ce pas ce qu'avait fait Boris? C'est là que je me suis posé une multitude de questions. Pourquoi Boris a amené la vidéo jusqu'à l'école? Pourquoi cherchait-il tant à en parler? Voulait-il nous faire aussi contaminer par le Whistle Guy? Si oui, dans quel but? Les jours qui ont suivi ses apparitions à l'écran, je pensais être débarrassé de lui. C'est devenu bien pire encore. Pendant des promenades, en pleine journée, il m'arrivait de l'entendre siffler derrière moi. J'ai été réveillé plusieurs nuits, car je pouvais entendre ces chut à répétition venant d'en dessous du lit. Je n'ai jamais osé me pencher pour voir s'il y était, car je savais que c'était le cas, et je ne voulais surtout pas le voir. Je me suis renseigné sur le net pour avoir des informations sur le dessin animé, mais rien, je m'en doutais, car jamais je n'ai entendu parler de ce dessin animé, à part de la bouche de Boris. J'étais donc dans le flou total, en train de subir sa présence. Je savais qu'il était là, mais je pouvais rien faire. Et j'avais cette impression qu'en parler aurait empiré les choses. Tout devenait de pire en pire, comme je vous l'ai dit. Je pouvais l'entendre de jour comme de nuit. Seulement, il ne s'était encore jamais rendu visible, jamais dans la réalité. Jamais
Jusqu'à ce soir-là. Un soir, alors que je rentrais du travail en voiture, j'ai entendu des sifflements très légers, à peine perceptibles, venant de la banquette arrière. Je n'ai pas osé regarder le rétroviseur tout de suite. Mais après plusieurs minutes, ma curiosité a été trop forte. J'ai jeté un rapide coup d'œil dans le rétro. J'avais le pied devant la pédale de frein au cas où. Mais il n'y avait rien. Rien sur la banquette arrière, puisqu'il se trouvait sur le siège passager. J'ai écrasé le frein, en panique. J'ai eu le temps de voir ses mains s'approcher de mon visage. Il a lâché un cri perçant alors que je sortais du véhicule en trombe. Je suis tombé sur le sol, je faisais face à la voiture. Puis j'ai vu la portière du côté passager s'ouvrir. Et il a commencé à siffler. Petit à petit, son corps se dévoilait. Il passait devant la voiture à pas lents, la hache à la main, sifflant joyeusement. Les phares éclairant faiblement son visage. Je pouvais le voir terrifiant et taché de sang, une plaie béante sur le haut du crâne. Il a arrêté de siffler et n'a plus bougé d'un pouce. Je peinais à reculer, je n'osais pas me mettre debout. Sa tête se tournait lentement vers moi. Et comme sur la vidéo, sa nuque craquait, accompagnant le mouvement de sa tête. Ses yeux, effrayants comme jamais à ce moment, fixaient les miens. Sa bouche était figée dans un rictus horrible. Son corps était toujours aussi immobile. Aucun de nous deux ne bougeait. Après un instant qui paraissait interminable, sa tête a fait un mouvement étrange. Puis elle s'est mise à gonfler. Elle gonflait et gonflait, jusqu'à atteindre une taille démesurée, dépassant de loin la hauteur de la voiture. Le bruit que ça faisait était strident, comme plusieurs ballons de baudruche que l'on gonflerait en même temps. Son sourire devenait plus grand encore. Sous la pression, même ses yeux sont sortis de leur orbite, en faisant deux pops, propres au cartoon. Le sang du haut de son crâne giclait et éclaboussait tout autour de lui. Les phares de la voiture étaient à présent teintés de sang. La lumière projetait maintenant une vision d'horreur, éclairant en rouge la monstruosité devant moi qui gonflait de plus en plus. Puis, encore une fois, tout s'est figé. Il n'y avait plus aucun son, plus aucun mouvement. Et après un instant de silence, il a foncé sur moi en hurlant. J'ai été si surpris que je n'ai pas pu réagir. Sa bouche était grande ouverte. Il se rapprochait de moi à une vitesse hallucinante. Et juste avant que son corps ne touche le mien, sa tête a explosé dans un fracas assourdissant. J'ai senti des morceaux de son crâne me frapper le visage et le corps. Malgré la panique, j'ai enfin pu me lever, et j'ai couru avec peine jusqu'à la voiture. Je stressais tant que je n'arrivais même pas à me saisir des clés encore sur le contact pour les tourner. Je voulais partir d'ici au plus vite. J'avais du sang dans les yeux, et je pouvais à peine voir ce qui se passait devant moi. Après quelques instants, j'ai pu enfin trouver les clés, et les ai rapidement tournées pour démarrer la voiture. Juste avant d'appuyer sur l'accélérateur, j'ai pu le voir. Le whistle guy était encore debout, la hache dans la main. Sa tête regonflait petit à petit. Mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit d'autre, j'ai filé à vive allure en écrasant la pédale d'accélération. Et j'ai roulé très vite jusqu'à chez moi. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de sang nulle part, comme si rien de tout ça ne s'était passé. Je n'ai évidemment pas réussi à dormir cette nuit-là, car en plus de ces événements, il était de nouveau chez moi. Je pouvais l'entendre siffler dehors, dans le jardin. Je ne vous ai pas parlé de ma petite amie, mais il faut que vous sachiez que je ne lui ai rien dit. Elle a trouvé mon comportement très louche cette semaine-là. Même si je tentais de cacher au maximum mes émotions, le fait d'avoir dormi sur le canapé un soir n'a pas aidé non plus. J'avais peur de lui en parler, car elle ne pouvait pas l'entendre. Elle ne le voyait pas non plus quand il apparaissait dans les dessins animés. J'avais peur que si je lui en parle, elle aussi finisse par le voir et être torturée de sa présence. Je l'ai encore entendu, et l'ai vu plusieurs fois après ça. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce que je suis devenu petit à petit. Moi aussi, tout comme lui, je me suis mis à siffler sans m'en rendre compte. Je l'entendais de plus en plus souvent. C'était devenu quotidien. Il m'arrivait de le voir me fixer par la fenêtre, quand je rentrais chez moi sur la route, ou quand je prenais ma douche. Je sais que je suis condamné. Mais ce dont je suis certain, c'est que je dois en aucun cas partager cette cassette. C'est aussi pour ça qu'un matin je suis monté dans le grenier, pour aller la récupérer et la détruire. Mais elle n'était plus là. J'étais pourtant certain de l'avoir balancée au milieu de la pièce. Je me souvenais encore de l'endroit exact où elle avait atterri. J'ai interrogé immédiatement ma copine pour savoir si elle l'avait vue, en prétextant que c'était une vidéo de moi étant enfant que j'avais trouvée en faisant le grenier. Mais rien. Elle ne l'avait pas touchée. Et je sais pourquoi je ne la trouvais pas. Je sais que le whistle guy la garde avec lui.
Il l'a donnée à Boris car il était au seuil de la mort. Du coup, après sa mort, le Whistle Guy pouvait s'attaquer à quelqu'un d'autre directement. Tout est planifié par l'entité, de sorte à ce que la victime partage, meure, puis que la seconde victime partage elle aussi, et meurt à son tour. En somme, c'est un cercle sans fin. Ces victimes doivent croire qu'elles seront sauvées si elles partagent la vidéo. Moi je pense que le Whistle Guy se joue de nous. À mes yeux, il cherche uniquement à tuer le plus de personnes possible en les torturant. Et je veux à tout prix éviter ça. C'est pour ça que je ne retrouve pas la vidéo. Il sait que si je la retrouve, c'est uniquement pour la détruire, et non la partager. Me voilà donc aujourd'hui, un sourire figé sur le visage que je n'arrive pas à retirer. Les muscles de mes joues sont fatigués, mais il me fallait vous raconter tout ça avant que je ne parte. J'ai fait une lettre d'adieu pour ma famille, pour ma petite amie aussi, sans mentionner une seule fois le Whistle Guy. Je ne veux surtout pas que mes proches se mettent à chercher cette cassette. Cet enregistrement que je vous fais là n'est pas là pour rien. Il faut qu'un maximum de personnes en dehors de mon entourage soient prévenues. La cassette a bel et bien disparu, mais je suis certain que le Whistle Guy l'a déposée chez quelqu'un d'autre. Si un jour, vous voyez cette fameuse cassette appelée Whistle Guy's Day, ne la touchez surtout pas si ce n'est que pour essayer de la détruire. N'essayez en aucun cas de la visionner, car sinon, il sera à vos trousses. Pendant que j'enregistre, je sens son souffle sur ma nuque. Je sais qu'il est derrière moi. Mon sourire devient lui aussi plus grand à présent. Je sais pourquoi le Whistle Guy me demandait de me taire maintenant, en me faisant ces chutes à répétition. Il sait que je vous en parle. Il sait que ça va lui nuire. Il sait qu'une fois que j'aurai passé cette corde au cou, il ne va pas pouvoir agir avant un très long moment. Il semble savoir tout ça depuis le début. Alors par pitié, vous qui m'entendez, si vous trouvez cette cassette vidéo, ne la regardez jamais. Car le Whistle Guy peut être partout. Sa cassette vidéo est à la portée de tous. J'ai pu le retenir un moment, et peut-être l'empêcher d'agir plus rapidement. Mais il finira bien par sortir de nouveau de l'ombre. Et si tel est le cas, si vous tombez dessus, il vous attrapera vous aussi. Et vous vivrez à jamais dans le cauchemar de ce dessin animé maudit.